Donc, si vous le voulez bien, on va débuter tranquillement. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents à cette activité du RISIC du 5 mars 2024. Donc, on est toujours ravis de vous voir avec nous à chaque semaine. Mon nom est Marc-André Mercadot, je suis directeur exécutif pour le RISIC et je vais vous présenter nos conférenciers dans quelques instants. Mais avant, simplement vous préciser ou vous rappeler, comme toujours lors de nos activités, que vous pouvez poser vos questions par la fonction questions-réponses QR ou Q&A au bas de votre écran. Vous êtes quand même plusieurs, donc on vous encourage à utiliser cette fonction-là pour poser vos questions à l'écrit à nos conférenciers durant le webinaire. Il va y avoir une période d'échange à la fin du webinaire et où je pourrai transmettre vos questions à nos conférenciers et également assurer la modération des échanges. Donc, sans plus attendre, l'activité d'aujourd'hui a pour titre Optimiser vos chances, trucs et astuces pour rédiger avec succès une demande de bourse doctorale. Et cette activité nous est présentée par Mme Alexandra Lapierre et M. Billy. Donc, Alexandra Lapierre a obtenu son doctorat en sciences infirmières de l'Université de Montréal en juin 2020. Actuellement, elle occupe un poste de stagiaire postdoctoral au département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval, ayant obtenu une bourse postdoctorale des Instituts de recherche en santé du Canada. Durant son parcours doctoral, Alexandra s'est également vu décerner plusieurs bourses prestigieuses, notamment celles des Fonds de recherche du Québec en santé et des Instituts de recherche en santé du Canada. Elle a d'ailleurs récemment contribué à l'évaluation des bourses doctorales pour les IRS. Les recherches actuelles d'Alexandra se concentrent sur la collaboration interprofessionnelle en vue d'optimiser les soins dans le contexte de la traumatologie aiguë. Merci beaucoup, Mme Lapierre, d'être avec nous. Et nous avons également avec nous M. Billy Vinette, qui est candidat au doctorat en sciences infirmières à l'Université de Montréal depuis septembre 2019. Titulaire d'une bourse de formation au doctorat pour les détenteurs de diplômes professionnels du FRQS, Billy s'est vu octroyer plusieurs bourses compétitives durant ses études supérieures. Il a également participé à l'évaluation de bourses dans plusieurs concours internes, provinciaux et nationaux, en plus de contribuer à la mise en place d'un programme de relecture de demandes de financement par les pairs. Ses recherches s'intéressent au développement professionnel continu des infirmières et l'amélioration des pratiques des soins dans le domaine de l'oncologie. Donc, merci beaucoup encore à vous deux d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole et je vais vous retrouver à la fin de l'activité pour la modération des échanges. Merci beaucoup, Marc-André. Donc, au nom de ma collègue Alexandra et moi, j'ai le grand plaisir, en fait, de participer à cette présentation-là. On espère que ça soit très intéressant pour vous. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, on va tenter au mieux d'y répondre. Euh, il faut se rappeler que ceci vient euh, pour mettre en évidence en fait nos expériences. On n'a pas la science infuse, c'est des trucs et astuces qu'on a réussi à glander au fil de nos expériences, discussions avec nos collègues, avec nos superviseurs, que ce soit au doctorat ou au postdoctorat dans le cadre, admettons, du stage postdoctorat d'Alexandra. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, ça va nous faire grand plaisir de tenter de vous répondre. Et si on n'a pas la réponse, au moins, on va vous rediriger vers certaines ressources qui pourraient peut-être vous aider. Donc, au niveau du plan de la présentation, on va parler de où est-ce qu'on peut trouver les offres de financement et quelles sont les principales offres qui existent. On va tenter de démystifier les grands concours des grands organismes subventionnaires, vous donner des trucs et astuces pour la rédaction d'une demande de bourse doctorale à différentes étapes. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la préparation? Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la rédaction et la révision? On va vous parler des lettres des répondants si ils sont demandés, du processus d'évaluation des demandes de bourse en général, les ressources qui sont disponibles et on va finir par une période de questions. Donc, merci beaucoup, Marc-André, de nous avoir présenté. Donc, on ne va pas refaire la présentation, mais sachez qu'on a des expériences qui sont très complémentaires et qui, aujourd'hui, pourraient vous être utiles autant pour du financement qui est local, provincial, national ou pour vous aiguiller vers du financement international. Et on a été autant impliqués dans la rédaction que de l'évaluation, que des recommandations de dossiers de candidature pour différents concours. Donc, on a vraiment un portrait qui est du tout au tout, si on peut dire, qui va vous permettre de mieux comprendre les processus et les bourses que vous pourriez obtenir. Donc, il existe tout d'abord des offres de financement et aujourd'hui, on va utiliser le terme offre de financement pour parler autant des bourses, des stages, du financement philanthropique, etc. Donc, on rentre ça dans la catégorie offre de financement. Donc, tout d'abord, il existe les trois organismes subventionnaires du Canada que vous connaissez peut-être, les instituts de recherche en santé du Canada, le Conseil de recherche en sciences humaines, le CRSNG, etc. Donc, à l'intérieur de ça, il y a plusieurs grandes bourses qui sont offertes pour les étudiants au doctorat et parfois au postdoctorat aussi. On pense entre autres aux bourses d'études supérieures du Canada au niveau du doctorat, les bourses Vanier, les bourses d'impact sur le système de santé, les suppléments pour études à l'étranger Michael Smith, et il y en a bien d'autres. Voici, c'est quand même une petite liste qu'on vous a montrée simplement pour garder en tête ce qui pourrait déjà exister.
Il y a aussi les organismes subventionnaires provinciaux, donc les fonds de recherche du Québec, Santé, FRQS, Société Culture, SC, ou Nature et Technologie, NT, qui offrent plusieurs demandes de bourses qui sont assez intéressantes pour nous. Programmes de formation pour les détenteurs de diplômes professionnels, aussi les bourses de formation au doctorat. Naturellement, il y a les organismes à but non lucratif, les regroupements professionnels et les associations étudiantes qui peuvent vous offrir du financement qui peut être complémentaire à ce que vous possédez déjà ou être au contraire votre bourse prioritaire. On peut penser à certains organismes à but non lucratif comme Parkinson Canada, la Société canadienne du cancer, les associations des infirmières et infirmiers du Canada, les ordres régionaux, etc. Donc, il y a plusieurs niveaux de bourses qui peuvent être obtenues avec ça. Ça vaut la peine de, des fois, sortir des sentiers battus pour tenter d'aller chercher du financement avec ces organisations-là pour un peu sortir des grands organismes subventionnaires. Naturellement, il y a tout ce qui est établissement d'enseignement, écoles, facultés, etc. Souvent, il existe des répertoires de bourses, des bourses philanthropiques à l'interne. Vos équipes de recherche sont probablement associées avec des réseaux de recherche, des centres de recherche. Il y a aussi la bourse du ministère de l'Enseignement et de l'Éducation supérieure, Bureau de collaboration interuniversitaire, le BCI que vous connaissez probablement. Il y a aussi les stages de recherche et de mobilité. On peut penser entre autres à la bourse tremplin du FRQS, milieu de pratique FRQSC et les bourses d'accélération de MITAC. Et naturellement, il y a l'engagement social, toutes les bourses leadership, les institutions financières, vos employeurs, si vous êtes encore en l'emploi d'un centre hospitalier. On peut penser entre autres à Force Avenir, les caisses des jardins, etc. Et derrière tout ça aussi, il y a toutes vos équipes de direction et vos collègues qui peuvent vous référer d'autres offres de financement. Donc, ça vaut la peine de se tenir au courant à peu près toute l'année par rapport à ça, bien qu'il y ait des périodes avec certaines offres de financement qui émergent régulièrement à des périodes prédéterminées. Donc, pour revenir un peu à ce que Billy vous a présenté par rapport aux deux grands organismes subventionnaires, celui provincial et celui fédéral, les FRQ versus les IRSC, si on regarde les concours là, qui sont les plus communs, en fait, là, souvent plus pour les sciences infirmières, pour les sciences de la santé, on a du côté santé, ce qui est possible, c'est la bourse de formation au doctorat pour les détenteurs d'un diplôme professionnel. Donc, par exemple, comme infirmière, on a notre permis de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, donc on a un diplôme professionnel. On est admissible à ce concours-là. C'est un concours où on doit être inscrit au doctorat depuis moins de 5 ans. Ils offrent entre 25 à 38 000 par année jusqu'à 4 ans. Donc, vous pouvez l'avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 4 ans. Donc, en dessous de votre moins de 5 ans, là, dans le fond, que vous êtes inscrit au doctorat. Ensuite, sinon, il y a la bourse de formation au doctorat où là, tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme professionnel en tant que tel. Tu dois être inscrit au doctorat depuis moins de 5 ans. Ils offrent 25 000 par année jusqu'à 4 ans également. De l'autre côté, si on va plus du volet société et culture, ils offrent aussi une bourse de doctorat en recherche. Encore une fois, c'est moins de 5 ans au doctorat, 25 000 par année jusqu'à 4 ans. Donc ici, en fait, c'est à vous de voir un peu votre domaine de recherche, où il s'inscrit le mieux. Est-ce que c'est vraiment dans le volet plus santé? Est-ce que c'est plus société, culture, sciences humaines, sciences sociales? Des fois, ça peut s'inscrire dans le FRQ-SC si vous le désirez. Fait que rendu là, quand vous êtes à penser où vous voulez soumettre, ben, c'est qu'il y a vraiment une grande discussion à avoir avec vos directeurs, vos superviseurs pour voir où s'inscrit le mieux votre parcours et votre domaine de recherche, votre projet en tant que tel, puis où il y aurait intérêt là, à être déposé et il y aurait plus de chances d'être financé en tant que tel. Donc, ça, c'est ce qui est possible au niveau des FRQ. Puis là, on ne parle pas évidemment de ce qui est nature et technologie. Là, théoriquement, en sciences infirmières, habituellement, on est un petit peu moins de ce volet-là, mais peut-être que ça serait possible pour vous. On ne sait-on jamais. Du côté fédéral, aux instituts de recherche du Canada, les deux côtés, là, ils offrent probablement la même chose. Il y a le côté santé pour les IRSC. Eux offrent un programme de bourse d'études supérieures du Canada au niveau du doctorat que Billy vous a parlé. C'est 35 000 par année pendant 3 ans maximum. Il y a aussi le programme de bourse d'études doctorales à l'étranger. Donc, si vous souhaitez aller faire des études à l'étranger, c'est une possibilité. Il y a le programme de bourse d'études supérieures du Canada, Vanier. Par contre, cette bourse-là est un peu plus compétitive là, que les autres parce qu'on doit mettre en fait de l'avant son leadership, comme quoi on est chef de file dans notre domaine d'expertise. C'est 50 000 par année pour 3 ans, donc d'où le fait que c'est un peu plus compétitif en soi. La spécificité au niveau des IRSC,
c'est que pour tous ces concours-là, il faut être inscrit au doctorat depuis moins de 3 ans, à la différence des FRQ où c'est pas mal tout le long de votre parcours doctoral. Donc, c'est vraiment au début de votre, au début jusqu'à la moitié de votre parcours que vous pouvez vous postuler sur ces concours-là. Par contre, si par exemple vous dépassez le 3 ans, il y a toujours aussi une bourse de recherche des IRSC qui est disponible pour les étudiants tant au doctorat que les étudiants au post-doctorat. Fait que, c'est les mêmes personnes, en fait, pas les mêmes personnes, mais autant les étudiants du doctorat que les étudiants du post-doctorat qui peuvent postuler sur cette même bourse-là, qui est aussi environ 35 000 par année. Donc voilà ce qui est disponible pour le volet santé des IRSC. Puis le volet sciences humaines, on a aussi la bourse de doctorat du CRSH qui est celle-ci 20 000 par année pour 12 à 48 mois. Donc, c'est un peu ce qui est disponible sur le plan des 2 grands organismes les plus communs subventionnaires qu'on soumet nos demandes. Et en termes, on rentre en fait dans le vif du sujet qui est nos fameux trucs et astuces là, très, très généraux. Évidemment, il n'y a rien de magique dans ce qu'on vous présente aujourd'hui. Puis c'est vraiment, comme Billy le mentionnait, le fruit de nos expériences personnelles, puis ce qu'on a appris au fur et à mesure dans notre parcours. Donc, peut-être que tantôt aussi, vous allez pouvoir complémenter tout ça puis nous mettre de l'avant d'autres trucs, d'autres astuces auxquelles vous avez déjà pensé ou on vous a conseillé. Donc, la première chose, ça serait d'abord de se préparer plusieurs mois à l'avance si c'est possible pour vous, surtout justement pour les programmes des grands organismes subventionnaires comme les FRQ, IRSC. C'est généralement des concours où on doit déposer au début de l'automne, je crois au début octobre ou quelque chose comme ça. Donc, si vous décidez de commencer à préparer tout ça à la rentrée scolaire au début septembre, souvent, c'est assez limite là, en termes de temps et d'échéancier. Pourquoi? Bien, parce que c'est assez long, ardu de compléter une demande de tous les documents qu'on doit faire et vous devez aussi avoir des lettres de recommandation. Donc, pour penser aux vacances d'été, etc., qui viennent avant. Donc, c'est vraiment quelque chose à prévoir avec votre équipe de direction, même avec les personnes que vous pensez demander des lettres de recommandation, à savoir, bon, vous êtes en vacances quand cet été, êtes-vous présent l'été, etc., pour qu'on puisse vraiment être sûr que vous soyez à temps dans les délais, dans les échéanciers. Parce que c'est stressant, là, soumettre quelque chose à la dernière minute, puis il ne faut pas sous-estimer le temps que ça peut prendre de rédiger une demande de bourse, surtout pour, comme là, je reviens toujours à ça, les organismes subventionnaires, FRQ, IRSC. C'est sûr que des bourses, par exemple, plus facultaires, etc., des fois, c'est plus court, ça peut se faire dans un délai beaucoup plus petit, mais ces grandes demandes-là, ça prend du temps, donc il ne faut pas le sous-estimer en tant que tel. Le deuxième truc, ça serait, bien évidemment, ça va de soi, discuter avec vos équipes de direction. Vous pouvez, avec eux, obtenir des conseils sur les concours qu'ils considèrent les plus pertinents pour vous. Donc, ce sont aussi normalement des gens qui sont dans votre domaine d'expertise, donc ils savent qu'est-ce qui peut être offert dans votre domaine, ce sur quoi vous devriez probablement postuler. Puis, ben, c'est justement d'avoir la discussion avec eux, ben, c'est quoi pour eux un échéancier qui fait du sens? Est-ce que pour eux, 1 mois, c'est suffisant? Est-ce qu'ils ont besoin de 2 mois, etc.? Donc, c'est vraiment une discussion importante à avoir avec votre équipe de direction. Sinon, on vous recommande également de discuter avec des collègues qui ont déjà participé au concours, évidemment. Dans le même sens, c'est des gens qui pourraient vous donner des conseils sur ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont trouvé facile, plus difficile, ce qui vous se recommande de faire, etc. Donc, c'est toujours bien là, d'avoir des gens autour de soi qui peut aussi, avec qui on peut en discuter ou écrire là, à la dernière minute un peu pour avoir du feedback. Puis sinon, ben, c'est aussi de prendre en compte les dates de dépôt internes institutionnels puis ceux des organismes subventionnaires. Pourquoi? C'est parce que certains concours ont des dates de dépôt internes, c'est-à-dire que vous devez soumettre votre demande, par exemple, à votre université avant de pouvoir la soumettre à l'organisme. Donc, par exemple, il y en a que c'est pour une vérification que tout est correct, par exemple, que tous les documents sont présents, qu'il ne manque rien. Puis ensuite, vous pouvez soumettre. Puis d'autres concours qui sont en fait, il y a une date de dépôt interne institutionnel pour une présélection des candidatures. Donc, ça, c'est important de le savoir que ça existe. Normalement, s'il y a des...
l'information va apparaître quelque part quand vous allez décider de soumettre à l'organisme en tant que tel. Ou vous allez recevoir des courriels aussi de votre institution, mais c'est important de ne pas oublier, puis il faut le faire, là, sinon votre dossier pourrait ne pas être considéré. Fait que ça serait plate d'avoir travaillé autant pour finalement que ça ne fonctionne pas. Un autre élément qu'on recommande, sinon, ce serait de faire certaines formations au préalable. Justement, si vous préparez à l'avance, vous avez le temps, c'est le moment de vous préparer, de faire les choses qui prennent un peu de temps avant de pouvoir soumettre. Donc, des formations comme des formations d'éthique, des formations équité, diversité, inclusion, selon l'organisme subventionnaire. Des fois, ils mettent l'emphase sur certains aspects, donc c'est bien de démontrer là, que vous avez un intérêt, vous avez une formation sur ces éléments-là. Un autre truc, mais super important en fait, qui est selon moi un must là, pour toute votre carrière, tant votre carrière académique si vous souhaitez faire une carrière académique ou votre parcours académique là, au doctorat, c'est de faire, premièrement, votre CV professionnel et canadien commun et de le garder à jour tout au long de votre parcours. C'est super important de le faire. C'est votre premier outil là, qui vous suit tout au long de votre parcours. Puis pour chaque demande de bourse, c'est demandé d'emblée de toute façon. Fait une fois que c'est fait, au moins, ben c'est fait. Puis on peut juste justement être assidu et le garder à jour à chaque activité, à chaque publication qu'on peut ajouter à notre CV. Le CV canadien commun, je ne sais pas si vous êtes au fait de ce que c'est. J'imagine que oui, mais sur une plateforme, si vous écrivez sur Google CV canadien commun, vous avez accès au CV. Puis c'est vraiment une plateforme qui vous permet de compléter différentes sections. Puis pour chaque concours, par exemple, qu'on veut soumettre aux IRSC, bien, il y a un CV spécifique aux IRSC qu'on doit sélectionner, puis on doit compléter, c'est ça, les différentes sections. C'est quand même long à faire. C'est difficile des fois à formater pour que ça soit bien écrit aussi parce que c'est pas super, je dirais, user-friendly toujours. Donc, c'est ça. Prenez le temps de le faire à l'avance si vous avez le temps. Vous savez que plus tard, dans la prochaine année, vous voulez soumettre votre candidature à des bourses. Bien, prenez le temps là, de commencer à faire votre CV. Puis si vous ne savez pas comment, si vous ne savez pas qu'est-ce qui doit aller dans mon CV, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je ne mets pas, quelle section, etc., mais demandez à un collègue plus avancé ou à vos directeurs, superviseurs de vous partager leur CV pour que vous voyez comment c'est organisé puis comment vous pouvez aussi l'organiser de votre côté. Au début, pour vrai, c'est un peu abstrait, là, un CV professionnel académique. Puis le CV canadien commun, là, pour l'avoir vécu, j'étais comme, my God, OK, mon directeur a 25 pages de CV. Wow, le mien, il y en a 2. Tu commences, puis c'est le tout début, puis tu es bien, bien impressionné. Donc c'est ça. Demandez-le à quelqu'un pour pouvoir un peu vous orienter sur ça. Puis, dernier truc, ben, ça va de soi, c'est de lire attentivement le guide de candidature de la bourse, c'est-à-dire les instructions. On veut rien oublier, donc il faut s'assurer d'avoir tous les éléments qui sont demandés et aussi de lire attentivement le guide des réviseurs du comité de sélection pour voir c'est quoi les critères sur lesquels ils vont se baser pour vous évaluer. C'est vraiment là-dessus que vous allez vous baser justement pour rédiger votre demande, à savoir sur quoi je dois mettre l'emphase, quelle information doit être présente, etc., parce que c'est sur ça qu'ils vont vous noter. Donc, c'est vraiment important là, de ne pas négliger ça, mais ça va de soi là, de lire les guides de candidature et le guide de réviseur s'il est disponible. Théoriquement, ils le sont, mais ça doit dépendre des concours. Merci beaucoup, Alexandra. Donc, on a parlé de la planification pour justement qu'est-ce qu'on fait avec les demandes, comment est-ce qu'on peut se préparer. Maintenant, on parlait plutôt de la rédaction. Comment est-ce qu'on rédige ça? Est-ce qu'il y a un formatage? Est-ce qu'il y a des éléments à prendre en considération? Donc, naturellement, ça nécessite encore une fois de la planification. Il y a beaucoup d'efforts qui sont mis dans planifier, s'assurer que tout soit cohérent, s'assurer qu'on a tous les documents disponibles. Donc, il faut vraiment faire une planification qui est en détail. De mon côté, ce que je fais souvent, c'est, admettons, pour les IRSC, mais je regarde la demande de bourse, je regarde les sections qui sont attendues, je me crée un document Word avec les consignes, je sépare ça
pour m'assurer de rien oublier, je me fais des échéanciers, je me mentionne les états ou est-ce que je dois faire un suivi par rapport à ça, est-ce que je dois faire des demandes pour des relevés de notes, mettre mon CV comme un Canadien à jour. Donc, c'est cette planification en détail-là qui doit être, à mon sens, être effectuée avant même de commencer à rédiger, parce que c'est ça qui va nous guider pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans les prochaines semaines ou les prochains jours. Il faut s'assurer aussi qu'on a toutes les pièces justificatives et que les pièces qu'on va mettre de l'avant présentent vraiment une image qui est complète et cohérente de tout votre parcours en recherche. Et on a pris la peine de souligner tout en minimisant la redondance. Bien, pourquoi on doit minimiser la redondance? Bien, c'est pour maximiser l'espace qui nous est dédié, pour mettre de l'avant certains éléments qu'on n'aurait pas eu assez de place normalement, ou justement s'assurer qu'on est on travaille, on touche à tous les domaines. Est-ce qu'on a parlé de la mobilisation de connaissances? Est-ce qu'on a parlé de nos publications, de nos communications orales, de bénévolat, de ci, etc.? Donc, c'est sûr que si on a plusieurs éléments qui sont redondants, ça élimine un peu l'espace qu'on a pour aborder ces sujets-là. Par contre, la redondance, donc, ça peut être intéressant d'aborder certains éléments 2, 3 fois en fonction de l'emphase qu'on veut mettre sur certains éléments. Par exemple, vous avez eu une bourse prestigieuse à la maîtrise, et là, dans le cadre de vos études doctorales, vous poursuivez un projet qui est similaire et vous voulez mettre justement de l'avant que vous avez eu une bourse de X nombre d'argent du FRQS durant vos études à la maîtrise, bien, ça vaut peut-être la peine de le mentionner 2, 3 fois. Mais des fois aussi, ça peut être la façon de vous présenter les choses, ça peut être de le tourner d'une manière différente. Plutôt dire que vous avez eu une bourse du FRQS, une bourse du FRQS et une bourse du FRQS, vous pouvez dire le montant total d'argent que vous avez obtenu, incluant des bourses compétitives de différents niveaux, FRQS, etc. Donc, des fois, c'est tout simplement une question de formulation pour minimiser la redondance. Naturellement, Alexandra l'a bien mentionné, mais il faut travailler en collaboration avec vos superviseurs ou directeurs de recherche pour élaborer la proposition de recherche. Donc, votre projet, c'est votre projet avec votre équipe de direction. Donc, vous ne pouvez pas imposer non plus les choix. Vous pouvez faire des suggestions. Et souvent, lorsqu'il y a des grosses demandes qui sont rédigées pour des organismes subventionnaires, ben, c'est une belle période pour justement avancer son projet, clarifier des éléments méthodologiques, clarifier l'argumentaire. Mais naturellement, ça doit se faire avec des allers-retours avec vos équipes de supervision. Et c'est pour ça qu'il faut le planifier, ça, dans votre phase de planification. Certains concours, pas tous les concours, vont vous demander aussi de mettre en valeur toutes vos implications communautaires, le bénévolat, etc. Ce que vous faites au niveau de la mobilisation des connaissances, est-ce que vous êtes impliqué dans des comités? On en a entre autres parlé avec les objectifs de développement durable du FRQS et FRQSC. On parle aussi de tout ce qui est sciences ouvertes, etc. Donc, c'est des éléments que vous pouvez des fois mettre de l'avant dans les rédactions des demandes, mais il faut s'assurer aussi que ce soit des éléments qui sont évalués. Si il n'y a pas vraiment de pertinence à les mettre, bien, ça peut peut-être juste vous retirer de l'espace. Donc, c'est des éléments à discuter quand même avec vos équipes de direction pour être un peu stratégique. La rédaction de la demande, naturellement, on parle beaucoup de planification, mais c'est aussi la façon que vous allez rédiger pour s'assurer de faire attention aux petits détails. Donc, s'il y a des détails qui sont mentionnés dans des sections, il faut s'assurer de répondre à ces détails-là. Il faut justement s'assurer que vous avez les bons éléments et qui vont être évalués adéquatement par les réviseurs. Donc, s'il vous manque des éléments ou que c'est difficile à aller chercher ces éléments-là, ça peut être difficile pour les réviseurs de vous évaluer favorablement. Qu'est-ce qu'on entend aussi par petit détail? Bien, la qualité de la langue. Que vous rédigez en français ou en anglais, il faut que la qualité de la langue soit absolument impeccable. Si vous avez tendance à faire des erreurs d'orthographe ou de grammaire, n'hésitez pas à vous faire relire par plusieurs personnes pour s'assurer que ça soit absolument impeccable. Ce sont des éléments qui peuvent changer l'évaluation que le réviseur va faire par rapport à la qualité globale de votre dossier. Naturellement, les réviseurs ne sont pas forcément des experts dans votre domaine. Donc, par exemple, en sciences infirmières, on est beaucoup d'infirmiers et d'infirmières qui peuvent faire de la recherche comparativement à d'autres disciplines, mais ça reste que dans les grands concours, ce n'est pas forcément des infirmières qui vont nous évaluer et ce n'est pas forcément des gens dans votre domaine d'expertise. Moi, mon domaine d'expertise, c'est l'oncologie. Bien, ce n'est pas forcément une personne experte en oncologie qui va m'évaluer. Donc, il faut aller justement vulgariser de manière scientifique, donc accompagner le réviseur pour qu'il comprenne les principaux concepts, comprenne la méthode de recherche, comprenne la pertinence du sujet, mais en le vulgarisant et en s'assurant naturellement d'adopter un langage scientifique. C'est ce qu'on veut dire par vulgariser de manière scientifique. Et après, il y a des considérations sur la rédaction de la demande. Est-ce qu'on la rédige en français, en anglais? Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? Bien, ça, ce n'est pas une décision que vous deviez prendre seul, c'est une décision que vous devez prendre avec votre équipe de supervision ou de direction.
Il y a des avantages à rédiger en français et en anglais. Par exemple, en anglais, vous pourriez avoir certains termes qui existent déjà, qui sont plus faciles et qui n'ont pas forcément d'équivalent en français où c'est plus difficile. En français, entre autres aux IRSC, ils vous offrent un petit peu plus d'espace pour rédiger certaines sections pour compenser le fait que le français prend généralement plus d'espace. Donc, c'est des éléments à prendre en considération. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a des applications qui permettent de traduire du français à l'anglais ou de l'anglais au français. Pour les réviseurs, ça peut être quelque chose qu'ils peuvent utiliser, mais c'est une discussion que vous devez avoir avec vos équipes de rédaction. Peut-être que certaines personnes ne sont pas très à l'aise de rédiger et de vous commenter en français, donc ils vont préférer que vous rédigez la demande en anglais ou que vous fassiez une traduction, quelque chose comme ça, mais c'est à voir la méthode qui va être privilégiée. Et il faut quand même aussi regarder les politiques de rédaction. Entre autres, les FRQ prônent beaucoup la promotion de la langue française. Donc, c'est peut-être plus stratégique parfois de rédiger en français, mais encore là, c'est à discuter avec vos équipes de direction. À l'intérieur de ça, des fois, on a accès à déposer un fichier PDF. Donc, le fichier PDF, on peut le formater naturellement en respectant les marges, la taille, police, etc., qui est recommandé, mais on a quand même une certaine latitude à l'intérieur de ça. Est-ce qu'on peut mettre du gras? Est-ce qu'on peut souligner des éléments importants, mettre des choses en italique, mettre des majuscules, séparer en paragraphes? En fait, en utilisant ça, ça vous permet de mettre l'emphase sur certains éléments que vous voulez que les gens retiennent. Par exemple, dans une de mes demandes, ben moi, j'avais mis de l'avant justement mes questions de recherche ou les concepts importants ou groupe expérimental, groupe contrôle. Je les ai mis en gros pour s'assurer vraiment que le réviseur comprenne qu'il y a deux groupes. On peut mettre les N, par exemple, avec ça, on peut mettre des propriétés psychométriques ou d'autres choses comme ça. Et c'est à vous de voir qu'est-ce qui est pertinent, mais dans tous les cas, vous devez vous dire sur quoi vous voulez mettre l'emphase et comment est-ce que vous pouvez mettre l'emphase pour justement que ça soit facilement lisible et qu'un réviseur très rapidement soit capable de voir, ah, OK, c'est cet élément-là que la personne, le candidat ou la candidate souhaite mettre de l'avant dans sa demande. Et s'il vous plaît, il faut éviter les phrases génériques. Si vous mettez une phrase qui pourrait autant être adéquate pour le projet de recherche d'Alexandra que pour mon projet de recherche, que pour votre projet de recherche, mais ce n'est pas une phrase que vous devriez utiliser vraiment dans votre demande telle qu'elle. Il faut la modifier, il faut l'adapter et se l'approprier. Donc, comment est-ce que vous pourriez faire un lien explicite avec votre projet? C'est à vous de voir, mais il faut vraiment éviter ces phrases génériques-là parce que le réviseur, quand il va voir la phrase générique, il va se dire, mais d'accord, mais qu'est-ce que ça apporte de plus pour votre projet et comment cette personne-là peut se démarquer comparativement à un autre candidat? Donc, en poussant votre réflexion un petit peu plus loin, en évitant les phrases génériques, vous êtes capable justement de vous démarquer par rapport aux autres. Et naturellement, il faut adapter le contenu à la demande. Donc, Alexandra nous a parlé beaucoup des instituts de recherche en santé du Canada versus le Conseil de recherche en sciences humaines au fédéral. Donc, ce n'est pas forcément le même langage à adopter. Donc, quand on parle des instituts de recherche en santé du Canada, on peut parler beaucoup de patients, de santé, de professionnels, de outcome patients, de PREMS ou d'autres enjeux comme ça. Donc, c'est des choses qui doivent être mises un petit peu plus de l'avant dans les IRSC, tandis qu'au CRSH, c'est pas très patient. C'est plus c'est quoi les impacts sociétaux? C'est quoi les impacts pour la pédagogie, la formation, le développement professionnel? Donc, on pourrait, par exemple, parler plutôt de pédagogie, de concepts de compétences, d'impact pour la société. Donc, c'est un langage à adapter et un contenu à modifier. Ça reste le même projet de recherche, mais vous le présentez de manière différente en fonction de vos intérêts, en fonction de votre projet. Et ça, c'est des choses que vos équipes de direction vont pouvoir vous aider. C'est vraiment des questions de formulation. Après que vous avez rédigé la demande, naturellement, il y a tous les enjeux liés à la révision. Donc, la révision, naturellement, c'est de votre côté, mais vous pouvez quand même demander la rétroaction à vos collègues, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de votre domaine. Si vous êtes capable de convaincre quelqu'un de la pertinence ou de la qualité de votre demande, alors que la personne ne connaît pas forcément votre sujet, n'est pas dans votre champ d'expertise, c'est des points positifs qui devraient justement vous encourager à continuer à rédiger votre demande. Ensuite, un truc que j'aime bien faire, c'est de relire à voix haute. Ça ne veut pas dire crier, mais ça veut dire simplement de lire la phrase pour s'assurer qu'elle soit lisible. Si vous avez de la difficulté à la lire d'un coup ou ça semble un peu confus, on vous invite vraiment à mettre des points, à scinder vos phrases en s'assurant de reformuler pour que ça soit plus lisible et de mettre justement des marqueurs de relation pour que ça soit plus simple à comprendre. Très important de garder une période tampon aussi pour revenir à votre demande, de se reposer, d'avoir la tête et les idées qui sont claires pour être capable de voir des éléments que vous pourriez améliorer ou de voir un petit peu plus des faiblesses dans votre demande. Mais pour ça, il faut la prévoir aussi, cette période tampon-là. Et il faut s'assurer d'avoir tous les documents qui sont demandés. Des fois, on peut vous demander des relevés de notes, etc. Donc, il y a des délais aussi, des fois, pour avoir des documents. Donc, il faut quand même faire les demandes le plus tôt possible et d'aviser les gens et respecter les échéanciers aussi qu'on
qu'on demande. Donc, si admettons que vous avez besoin d'une lettre d'un de vos répondants, mais de lui bien indiquer les dates à laquelle vous avez besoin des choses, si vous avez du temps pour réviser ça, etc. Donc, de bien s'assurer que ça soit planifié et de réviser ces choses-là. Et s'il vous plaît, soumettez avant la date limite. Des fois, les plateformes ne fonctionnent pas super bien, sont très chargées. Par exemple, tout le monde veut déposer en même temps. Essayez de soumettre peut-être 48 heures avant pour éviter que la plateforme soit surchargée. Parce que si vous ne déposez pas dans les temps, ben, ça se peut que votre dossier soit éliminé d'emblée après tous les efforts que vous faites. Ce serait un peu de dommage. Et finalement, quelques petites questions à se poser. Quand vous faites la révision, ben, est-ce qu'un évaluateur qui n'est pas expert dans mon domaine pourrait comprendre mon projet? Et est-ce que j'ai rédigé ma demande pour faciliter vraiment le travail de l'évaluateur, donc vraiment réduire les exécutants potentiels? Et c'est quoi les forces et les faiblesses de ma demande? Puis qu'est-ce que je pourrais faire pour modifier ces éléments-là? Donc, au niveau de la lettre des répondants, idéalement, on vous demanderait de demander à des répondants qui vous connaissent bien et qui proviennent de différents milieux. Donc, souvent, on va vous demander votre équipe de direction et ça peut être une autre personne qui provient autant des milieux cliniques, universitaires ou des associations qui pourrait justement vous apporter un autre angle très intéressant pour justement mettre de l'avant votre candidature et démontrer à quel point vous êtes une personne exceptionnelle. Et d'avoir plusieurs milieux, ça permet d'avoir des angles qui sont différents et de couvrir des éléments qui sont complémentaires plutôt qu'éviter une redondance dans les éléments qui vont être présentés. Mais ça, c'est quelque chose à discuter avec vos équipes de direction. Ce qu'on vous recommande, par contre, pour les lettres de répondants, c'est d'envoyer à chacun des répondants votre CV, votre proposition de recherche très résumée et des points clés auxquels ils pourraient discuter. Certaines personnes vont vous demander donne-moi 5 points clés ou bullet points que tu aimerais que je mette de l'avant. Donc, ça peut être des choses intéressantes, juste mentionner très rapidement. Et après ça, le répondant va pouvoir décider qu'est-ce qu'il décide de mettre dans la lettre. Mais au moins, vous allez avoir déjà donné certaines idées qui pourraient être intéressantes parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît votre dossier et vous êtes la personne qui connaissait le mieux votre dossier. Et le dernier conseil pour les lettres de répondants, s'y prendre d'avance. Ça prend du temps à rédiger une lettre. Les gens sont très occupés. Donc, s'ils acceptent de faire la lettre, il faut être respectueux de leur temps. Il faut s'assurer de planifier ça d'avance pour qu'ils soient en mesure de respecter les délais impartis. Donc, Donc, pour le processus d'évaluation, Billy, je vais poursuivre. Le but vraiment, là, c'est de convaincre l'évaluateur que vous êtes la personne qui devrait obtenir le financement. Donc, au final, ce qu'on doit retrouver, si tu veux poursuivre, c'est vous devez présenter en fait les habiletés que vous avez développées là, tout au long de votre parcours, de vos études ou même de votre pratique clinique, par exemple, votre esprit critique, la vulgarisation. Est-ce que vous avez établi des partenariats, etc. Vous devez mettre de l'avant, évidemment, vos expériences académiques, non académiques, communautaires, tout dépendant des concours, là, comme Billy mentionnait, plutôt, ça dépend, vous basez sur les critères qui sont évalués, évidemment, mais souvent, c'est des trucs qui sont demandés là, de plus en plus dans les différents concours. La conduite responsable en recherche, évidemment, votre enthousiasme, votre volonté de vous perfectionner, votre autonomie, votre potentiel en recherche, votre originalité, etc. Donc, on va revoir ces éléments-là juste un petit peu plus après, plus en détail avec un exemple de critères d'évaluation des IRSC, mais c'est vraiment l'important, c'est de mettre tout ça là, de l'avant dans les différents documents qui vous sont demandés. Puis, où il y a des limites d'espace. Donc, c'est vraiment, ça. Faut travailler de manière judicieuse là, pour penser à où mettre et comment présenter toute cette information-là. Donc, en termes de processus d'évaluation, comment ça fonctionne, c'est que, bon, l'organisme ou les gens qui vont réviser la demande de bourse vont recevoir évidemment votre dossier. Ensuite, il va être réparti à des réviseurs. Généralement, il y a plusieurs réviseurs pour au moins 2 réviseurs par candidature pour que ça soit fait de manière indépendante. Ils vont les évaluer de leur côté avec les critères d'évaluation qui sont normalement aussi présentés de manière transparente parce qu'on doit savoir sur quoi vous êtes évalué. Donc, vous devez les retrouver généralement. Puis, ils vont avoir un processus, parfois, s'il y a des gens, en fait, si les évaluateurs ne s'entendent pas ou que les notes ou les scores sont vraiment dans les extrêmes, il va y avoir un processus de consensus ou de discussion plutôt là, entre les réviseurs pour voir
pour savoir en fait pourquoi un note aussi fort et l'autre aussi, par exemple, faible, et à savoir ben, qu'est-ce qui se passe, etc., pour qu'il y ait une certaine entente, là, pas un consensus en soi, mais une entente un peu plus entre les réviseurs pour s'assurer qu'on présente une note qui fait du sens. Donc, selon les organismes ou les demandes de bourse, il y a ce processus-là qui se fait après ça en parallèle. Ils font la compilation, puis vous recevez votre réponse. C'est souvent aussi, c'est en fonction des fonds qui sont disponibles. Surtout pour les grands organismes subventionnaires, bon, ben, ils vont vous dire si votre candidature est subventionnable, mais ensuite, ils vont vous dire si vous allez aussi le recevoir en fonction des fonds. Fait que, s'il y a beaucoup de gens qui sont subventionnables, mais qui ont un montant X, bien, ça se peut que ça soit juste les 100 premiers sur les 200 qui sont subventionnables qui vont recevoir la bourse, malheureusement. Puis ça, bien, c'est en fonction de chaque année des fonds qui sont disponibles, des candidatures qui sont présentées, de la force des candidatures qui sont présentées également. Donc, c'est un peu comme ça là, que le processus d'évaluation fonctionne. Puis ben, en termes de délai, c'est assez long. C'est souvent, c'est comme au moins 6 mois et plus là, entre le moment où tu as soumis et que tu vas avoir ta réponse. Par exemple, si on pense aux IRSC, tu soumets en octobre, puis tu as une réponse à peu près au mois d'avril. Fait que c'est quand même, une fois que tu as soumis, tu es comme, oh, je n'ai plus de contrôle sur ce qui se passe, puis tu es en attente à savoir si tu vas l'avoir ou si tu ne l'auras pas. Donc, c'est ça. Donc, en termes de ce qui est évalué, c'est souvent le dossier. Donc, par exemple, vos notes académiques, est-ce que vous avez reçu des bourses, vos réalisations, votre parcours. Il y a aussi ensuite votre projet, comme on le mentionnait. C'est quoi son origine? Est-ce qu'il est original? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est rigoureux? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est faisable? Ça, c'est un point super, super important, là, le réalisme de votre projet. Ça, c'est toujours un élément à discuter aussi, puis à penser. Là, on veut toujours faire des projets qui changent le monde, là, mais le but, c'est pas de faire quelque chose de trop gros qu'on ne sera pas capable de réaliser. Puis les réviseurs vont le critiquer, ça, s'ils se rendent compte que c'est quelque chose qui n'est pas faisable dans le temps de vos études doctorales ou parce que vous n'avez pas les ressources autour de vous pour le faire, ou etc. Ça, c'est un élément vraiment à bien réfléchir. Ensuite, le milieu dans lequel vous évoluez, est-ce que justement vous avez toutes les ressources disponibles pour vous aider à faire vos études, à faire votre projet? C'est quoi le soutien qui vous est offert sur le plan matériel également, etc. Puis finalement, dans sa globalité, c'est comment vous présentez votre demande. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que les petits détails sont pris en compte, etc.? Est-ce que c'est facile à lire, etc.? Donc, c'est tout ça là, qui permet d'évaluer. Donc, si je vous donne un exemple, par exemple, des IRSC. Au niveau des IRSC, ça, c'est la grille d'évaluation des réviseurs. Donc, on peut voir qu'il y a 50% qui est octroyé aux aptitudes et potentiels en recherche. Puis, on va voir dans la diapositive d'après que c'est 50% qui est octroyé aux expériences et réalisations pertinentes dans la sphère universitaire et en dehors de la sphère universitaire. Donc, vous voyez que c'est deux grands critères. C'est assez large, donc c'est assez subjectif en termes d'évaluation. Donc, il faut vraiment bien penser à comment on présente aussi notre information. Donc, par exemple, les aptitudes potentielles en recherche, là, ce que les évaluateurs vont rechercher, c'est justement, qu'on mentionnait, la qualité du projet de recherche. Est-ce que votre formation actuelle est pertinente? C'est quoi vos expériences, réalisations en recherche? C'est quoi la qualité de vos contributions dans votre domaine de recherche? Est-ce que vous démontrez que vous avez un bon jugement, une pensée critique? Est-ce que vous démontrez que vous avez une conduite responsable et éthique en recherche? Est-ce que vous démontrez que vous êtes enthousiaste, original, que vous êtes autonome, que vous participez à différentes activités communautaires, etc.? Puis, est-ce que vous démontrez aussi que vous avez une capacité ou un potentiel de communiquer clairement, logiquement, par écrit, oralement? Tous les éléments théoriques, techniques et scientifiques dans votre domaine. Donc, tout ça, c'est ce que le réviseur a devant ses yeux là, quand il évalue votre demande. Et il doit retrouver ces informations-là dans les différents documents qui sont demandés, par exemple, pour la bourse des IRSC. Pour la bourse des IRSC, par exemple, il y a un document sur les attentes en matière de formation. Il y a un document qui résume votre projet de recherche. Vous devez évidemment soumettre votre CV canadien commun. Il y a une liste de vos publications. Il y a vos lettres de répondants. Puis, il y a aussi une petite section congé et impact sur la recherche que vous pouvez ajouter. Donc,
on répète un peu ce qu'on vous a dit précédemment, mais c'est vraiment ici de jongler avec les informations, de planifier où on veut mettre les informations pour qu'on retrouve tous ces éléments-là que je viens de vous nommer, là, qui sont dans la colonne de gauche, dans les différentes sources d'informations, puis de justement mettre de l'avant, mettre l'emphase, de répéter certaines informations si on souhaite vraiment que les réviseurs les prennent en considération, puis les oublient pas parce que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment majeur pour vous. Donc, c'est ça ici pour les aptitudes et potentiels en recherche. Sinon, les expériences et réalisations pertinentes dans la sphère universitaire et en dehors de la sphère universitaire, super important. On doit présenter nos bourses, prix, distinctions. Notre dossier universitaire, évidemment, c'est nos relevés de notes, finalement, là. Autant, normalement, du bac jusqu'à bac, maîtrise, doctorat. Puis nos activités professionnelles, universitaires et para-universitaires, par exemple l'enseignement, mentorat, encadrement, gestion de projet. Est-ce que vous avez participé à la promotion d'activités scientifiques ou à la recherche? Est-ce que vous avez fait du bénévolat, fait de la participation citoyenne? Est-ce que vous êtes président de comité? Est-ce que vous organisez des conférences, des réunions, etc.? Tout ça, ça doit être présenté. Et ce que je viens de nommer, surtout dans les éléments activités para-universitaire, ça doit se retrouver dans votre CV. C'est super important. Des fois, les gens oublient, ils sont comme, ah, ça ne devrait pas apparaître, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment important de tout nommer et de le nommer clairement aussi parce que, par exemple, vous êtes membre d'une association XYZ, mais le chercheur qui n'est pas dans votre domaine ne connaît pas cette association-là, c'est pas ce que ça... Donc, moi, ce que je recommande souvent, c'est si vous êtes capable d'avoir une mini-description là, dans votre CV de ce que ça consiste et de ce que vous faites là, dans cette association-là, c'est toujours bien parce que ça permet aux réviseurs d'avoir une meilleure idée là, de votre parcours puis de ce que vous faites ou ce que vous avez fait dans le passé. Donc c'est ça, c'est vraiment important là, de bien réfléchir à toutes ces informations-là, puis à les mettre de l'avant. Puis, dernière affaire que j'aimerais ajouter, c'est que on a aussi des fois de l'espace qui nous donne, par exemple, si c'est congé, puis en fait, c'est congés et facteurs environnementaux qui ont impacté votre productivité à la recherche. Parfois, ils laissent de l'espace aussi pour ça. Bien, prenez-les. Quand ils vous donnent de l'espace pour écrire, étant donné qu'on est limité, on la prend, surtout si vous avez quelque chose à dire. Là. Si vous n'avez rien à dire, c'est correct. Mais par exemple, si vous avez un événement, si vous avez eu un congé de parentalité, si vous avez qui ont eu un impact sur votre productivité de 2020 et 2021, on veut le savoir pour que le réviseur ait vraiment l'idée globale de ce qui s'est passé, puis pourquoi, par exemple, justement, de 2020 à 2021, vous n'avez eu aucune publication, vous n'avez fait aucune présentation, ou c'est important juste de pas, de dire les vraies choses, puis de les écrire pour que les gens comprennent vraiment votre parcours, parce qu'autrement, ben, ils vous évaluent sur ce que vous écrivez, finalement. Fait que c'est comme ça qu'il faut se présenter. Donc, voilà. Je te laisse aller, Billy. Oui, merci. Donc, ce qu'il faut aussi prendre en considération, c'est autant au fédéral qu'au provincial, ils ont signé en fait ce qu'on appelle le DORA, la Déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche. Très résumé, ce que ça veut dire, c'est qu'avant, des évaluateurs pouvaient dire que votre dossier était excellent par le nombre de publications, avec le facteur d'impact, est-ce que vous avez publié dans Nature, combien de fois vous avez publié, c'est quoi votre ordre dans la publication. Mais c'est plus ça que les réviseurs doivent regarder. Au contraire, on veut voir la recherche, à quel point elle est de qualité, votre dossier, à quel point il permet de se démarquer par rapport aux autres, pas forcément par vos publications, mais par vos impacts que vous faites, autant dans les milieux cliniques que la société, etc. Et les impacts, c'est à différents niveaux. Ça peut être, oui, par les publications, mais ça peut être par la communication scientifique, ça peut être par les changements de politique, etc. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça met de l'avant aussi que la vulgarisation, la science ouverte, tous les enjeux qui sont liés avec ça, mais aussi, il y a des éléments d'évaluation qui sont considérés maintenant plutôt que seulement les publications et les conférences que vous faites. Avec ça, la DORA nous met de l'avant aussi toute l'importance de gérer des données, s'assurer que ces données-là soient utilisables aussi pour d'autres personnes dans le futur. Donc, vous êtes payé pour réaliser des études doctorales, donc c'est avec de l'argent public. On veut que ces données-là puissent être réutilisées pour l'avancement de la société. Donc, il faut s'assurer qu'il y a des plans de gestion de données et qu'il y a une utilisation ultérieure de ces données-là qui soit potentiellement faisable. On veut aussi voir dans la DORA, en fait, c'est
Avez-vous influencé des politiques? Avez-vous influencé des pratiques cliniques? Avez-vous influencé des décideurs? Donc, c'est quoi vos impacts par rapport à ça? En début de parcours, vous n'en avez peut-être pas, mais au fil du temps, vous allez avoir des impacts par rapport à ça. Vous allez être des experts ou des expertes dans votre domaine. Donc, il faut mettre ces éléments-là de l'avant et justement, il faut célébrer les réussites et les changements qu'on est capable d'apporter. Et de mettre aussi de l'avant les partenariats que vous avez été capable ou que vous êtes en train d'élaborer. Donc, que ce soit avec des communautés des Premières Nations, que ce soit avec des gens des associations professionnelles, etc. Donc, si vous avez des partenariats, ça vaut la peine de les mettre de l'avant pour démontrer que vous êtes capable d'avoir des impacts sur la société et que vous êtes capable justement de prendre vos résultats de recherche et les amener à quelque part en collaboration avec certains partenaires. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir retenir aussi pour... Vous avez reçu votre réponse et là, l'évaluation est arrivée, que vous l'avez eu ou que vous ne l'avez pas eu, votre offre de financement. Bien, lors de la prochaine, ce qu'on vous demande, quand vous faites une prochaine demande, bien, relisez qu'est-ce que vous avez fait et les réponses que vous avez eues des réviseurs, vraiment relire à tête reposée pour tenter de faire ces modifications dans votre future demande. Regardez aussi les scores que vous avez obtenus. Des fois, il y a des commentaires qui sont mis de l'avant, des rétroactions. Donc, ça vaut la peine aussi de tenter d'effectuer des modifications par rapport à ça pour augmenter les scores qu'on pourrait avoir. Puis on a quelques questions que vous pourriez vous poser justement. C'est quoi les sections qui ont été évaluées favorablement ou défavorablement par les évaluateurs? C'est quoi les forces et les faiblesses de ma demande? Donc, ma demande, par exemple, est-ce que c'était les publications? OK, mais qu'est-ce que je pourrais modifier par rapport à ça? Ah, bien, je pourrais commencer à me mettre plus dans les projets de recherche de mes équipes de direction, je pourrais faire de l'auxiliaire de recherche, etc. Et de se poser aussi la question, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour accroître la qualité de mon dossier? Donc, un dossier, ça ne se crée pas en une journée, ça se crée au fil du temps. Donc, il faut planifier ça et ça vaut la peine justement de discuter de ces éléments-là avec vos équipes de direction pour voir comment ils pourraient vous soutenir par rapport à ça. Il existe naturellement plusieurs ressources qui sont disponibles, autant au niveau facultaire ou universitaire. Il y a des comités de relecture. Donc, ça vaut la peine de faire appel à ces personnes-là. C'est souvent des gens qui ont eu des offres de financement, que ce soit fédéral ou provincial, qui vont pouvoir vous donner des commentaires et des rétroactions. Il y a aussi tous les critères du Fonds de recherche du Québec pour les bourses de formation. Donc, il explique un peu ce qui est attendu dans chaque section. Ça vaut la peine d'aller lire ça au moins pour s'informer. On vous a mis aussi la déclaration de San Francisco, la DORA, que vous pouvez aller consulter. Et à l'UDM, mais ça existe à d'autres endroits, mais j'aime particulièrement celui de l'UDM parce qu'il est simple et facile à utiliser. Il y a un planificateur de bourse qui est en fait un document Word qui vous permet de déterminer quelle bourse vous aimeriez appliquer, c'est quoi le statut actuel pour faire le suivi et quelles sont les étapes que vous devriez faire par rapport à ça. Donc, ça vous permet de planifier vos études doctorales et de voir justement, OK, ben, j'ai appliqué à ça, qu'est-ce que je peux appliquer, etc. Donc, c'est assez intéressant et facile à utiliser comme outil. Donc, à retenir à la suite de toutes ces informations-là qu'on vous a lancées, je pense que les grands messages clés, c'est qu'il faut planifier d'avance quand on veut soumettre une demande de bourse. Il faut s'y préparer, il faut planifier, il faut s'organiser, il faut en parler justement aussi avec notre équipe de direction. Ça, c'est les deux premiers éléments là, qui doivent être faits là, en amont là, de soumettre ou de penser à soumettre une demande de bourse. Il faut aussi porter attention aux petits détails. On pense des fois que c'est pas important, etc., mais c'est super important parce que c'est là où ça va avoir un impact sur les réviseurs. S'ils ne sont pas capables de lire ou si c'est pas cohérent ou si la langue c'est mal écrit, oubliez ça. Là, il y a des bonnes chances que déjà là, vous perdez beaucoup de points. Fait que c'est dommage. Un élément qu'il faut utiliser, c'est justement de se faire relire, de se faire corriger et de se corriger nous-mêmes aussi, mais on peut se faire corriger par les autres, relire par les autres pour s'assurer que tout est cohérent, que les gens comprennent bien. Puis comme on l'a mentionné plusieurs fois, il faut que tout le monde, dans votre domaine, mais externe à votre domaine, là, à un certain niveau, évidemment, comprennent ce que vous voulez faire. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment un élément super important parce que c'est d'emblée là, presque toujours pas des gens dans votre domaine qui vont réviser votre demande. Puis, un message important aussi, c'est de pas, on n'a pas parlé plus tôt, là, mais de ne pas se comparer que tous les parcours sont différents, vous êtes unique, donc mettez de l'avant justement ce que vous apportez comme personne, comme dans votre expertise, qu'est-ce qui fait là, que vous apportez quelque chose de plus là, dans votre domaine de recherche. Fait que c'est là-dessus, je pense qu'il faut miser, donc il ne faut pas toujours se comparer et dire je suis pas égale à telle autre personne, etc. J'ai moins de publications, donc ça, je ne l'aurai pas, c'est sûr. Non, on ne regarde pas ça comme ça, allez dans la globalité, puis dans ce que vous, comme étudiant dans votre domaine de recherche, vous apportez. Puis
dans le fond, autre message, c'est qu'un échec n'est pas un échec en soi. C'est dommage, on est triste qu'on n'a pas la demande. Ça fait 6 mois qu'on attend, par exemple, au résultat, puis finalement, ben, c'est négatif. Ben, OK, c'est négatif, mais je suis triste une journée, puis après ça, je me dis, OK, qu'est-ce que je fais? Je veux resoumettre l'année prochaine. Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer tout ça? C'est quoi mes faiblesses, mes forces, etc. Puis on se relève, c'est normal, les échecs, là, la majorité des gens vont en avoir. Puis c'est un processus que vous allez avoir tout le long de votre vie si vous voulez devenir aussi chercheur ou avoir une carrière plus académique là, pour les demandes de subventions, etc. C'est la même chose. Pour les publications d'articles, on a des refus constants. Donc, c'est juste de vivre avec la critique et de le prendre du côté constructif, puis de se remonter ou de se retrousser les manches, puis de faire mieux la prochaine fois. Donc, c'est pas mal ça, les éléments à retenir. Donc, on est ouvert à partir de maintenant à vos différentes questions si vous voulez. Donc, j'espère que ça aura été utile. On vous met aussi nos courriels si vous voulez nous écrire, si vous avez d'autres questions qui arrivent plus tard. Donc, voilà. Marc, je te laisse. Merci beaucoup, Madame Lapierre. Merci beaucoup, Monsieur Vinette, pour votre présentation. Vous nous avez offert vraiment une quantité impressionnante de trucs et astuces. Je suis vraiment persuadé que tous les participants, peu importe où ils en sont présentement dans leur parcours, dans leurs études au cycle supérieur ou à quelle demande de bourse est-ce qu'ils comptent postuler, vont avoir réussi à trouver quelque chose là-dedans qui va les aider, qui va les soutenir dans le dépôt de leur demande. Comme j'indiquais dans le chat, vous pouvez poser dès maintenant vos questions à nos conférenciers en utilisant la fonction Q&A ou Q&A au bas de votre écran et je pourrai les transmettre. En attendant que les questions commencent à entrer, une première question que moi j'aurais personnellement pour vous, et je ramène un peu peut-être à un des derniers points que vous avez amené dans votre présentation, c'est cette idée-là que peut-être parfois on se compare aux autres. Et je sais que lorsqu'on commence au cycle supérieur, en particulier à la maîtrise, parfois on a un dossier, on a un CV qui n'est pas nécessairement très riche sur le plan académique. Peut-être qu'on n'a pas de publication encore, on n'a pas de communication, on n'a pas beaucoup d'implication. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller ou suggérer aux étudiants qui peut-être songent à postuler à des concours de financement comme ça en tout début de parcours, puis qui semblent qu'ils peut-être n'ont pas nécessairement un dossier très, très solide? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces étudiants-là? Est-ce qu'on leur conseille quand même de postuler? Est-ce qu'on leur conseille d'attendre? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Si je peux débuter, Bibi, en fait, il y a deux mentalités, là. Il y a la mentalité justement de dire ben j'aime mieux me préparer puis être sûr d'avoir un dossier suffisamment fort pour postuler. Ou il y a la mentalité ben je le fais puis c'est un apprentissage. Puis moi, je vais plus vers cette mentalité-là, au sens où je pense que c'est important de faire le processus de demande, sachant même qu'on a plus ou moins de publications. Ça reste que c'est un élément qui va être évalué. Fait que si tu n'as pas de publication, tu risques d'avoir un score fait de ce côté-là, mais probablement que les autres étudiants aussi, c'est la normalité là, de ne pas en avoir quand on commence à la maîtrise, etc. Donc, moi, je recommande de le faire quand même parce que c'est un apprentissage, parce que tu vas justement mieux réfléchir à ton projet, tu vas réfléchir à, bon, ben où je pourrais m'impliquer davantage. C'est quand on est mis devant les faits, là, qu'on doit écrire ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on apporte. Je pense que ça nous fait réfléchir vraiment plus. Donc, moi, je suis vraiment du côté, ben, je pense que ça vaut la peine de le faire quand même. Puis après ça, de toute façon, tu as une rétroaction en plus des réviseurs. Si, par exemple, c'est négatif, là, la réponse, tu as une rétroaction qui te permet de revoir tes trucs puis de voir comment tu pourrais t'améliorer. Donc, je pense que c'est vraiment du côté apprentissage, développement que moi, je recommande en fait de le faire, peu importe. Mais tu sais, si à discuter avec vos équipes de direction, là, des fois, il y en a qui vont dire, ben moi, je ne pense pas que tu es prêt à soumettre, par exemple, vos IRSC, j'aime mieux que tu attendes une année. C'est correct. Là, il faut respecter aussi vos discussions que vous avez. Mais c'est ça. Fait que moi, j'irais vers on le fait quand même. Puis sinon, ben, tu sais, de s'asseoir aussi puis discuter, ben, je le sais, tu sais, que j'ai pas beaucoup de publications. Comme Billy, je pense que c'est Billy qui le mentionnait. Qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant pour mousser mon dossier? Et, tu sais, est-ce que je peux m'impliquer davantage avec dans un laboratoire de recherche? Est-ce que je peux, c'est ça, quelle collaboration je pourrais faire, etc. Donc, je pense que c'est vraiment toute une réflexion là, à avoir. C'est beaucoup, Alexandre, donc on entend bien cette idée-là de mettre de l'avant peut-être l'unicité ou les forces de la demande, même si on n'a pas nécessairement beaucoup de publications ou de présentations, de relativiser aussi avec les autres étudiants qui sont au même niveau que nous en ce moment, qui ont peut-être une situation qui est similaire, puis d'utiliser cette expérience-là peut-être aussi comme expérience d'apprentissage pour améliorer son dossier, ou ne serait-ce que par la rétroaction pour pouvoir savoir par la suite. On a une question cette fois-là d'un participant, donc de François, qui nous dit excellente présentation faite par Billy Alexandra et un immense merci à vous.
Donc, François est un étudiant qui est international et il voudrait savoir comment est-ce qu'il peut mettre de l'avant peut-être des expériences cliniques ou de recherche qui ont été acquises dans son pays d'origine, donc qui n'ont pas nécessairement été acquises au Québec ou au Canada, lorsqu'il dépose son dossier de candidature, par exemple, au FRQS ou aux IRSC. Donc, comment peut-être bien expliquer le contexte différent ou mettre de l'avant le fait que certains travaux ont été réalisés dans un contexte qui n'est pas nécessairement québécois ou canadien. Ah, ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs niveaux à la question. Ben, tout d'abord, il faut sélectionner, à mon avis, les organismes de financement qui sont accessibles pour les étudiants internationaux. Donc, au fédéral, généralement, ce n'est pas accessible, malheureusement. Peut-être qu'il y a des fois des concours qui peuvent être ouverts, mais présentement, pas tant que ça. Donc, c'est plutôt au fédéral, au provincial, pardonnez-moi, qu'il faut viser. Donc, et après, lorsqu'on regarde à l'intérieur de ça, mais il y a les sections. Donc, si on pense au FRQS, excusez-moi, au FRQS avec professionnel de la santé, bien, ça demande naturellement d'être un professionnel de la santé reconnu au Québec. Donc, déjà partant, si on n'a pas de permis d'exercice au Québec, on n'est pas admissible. Donc, il faut après ça aller voir avec entre autres la bourse de formation doctorat du FRQSC, qui est un peu moins d'argent quand même, mais qui met de l'avant justement d'autres éléments. Et à l'intérieur de ça, là, on peut parler justement de notre parcours, de nos réalisations. Et c'est souvent demandé de faire un état du parcours global, donc un parcours intégré et mentionner justement, ben, c'est quoi nos expériences antérieures, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui nous a amené maintenant. Mais c'est surtout, entre autres, il y a beaucoup de choses quantitatives. On regarde quand même le nombre de bourses, on regarde le nombre de publications, le nombre de communications, mais ça vaut la peine de quand même mentionner qu'on a décidé de poursuivre et de mettre de l'avant que justement, on a un background antérieur et on a un intérêt, une volonté et on est tellement intéressé et motivé qu'on a décidé de faire des études supérieures dans un autre pays, de se déraciner pour justement aller chercher une belle expertise et que ça démontre absolument à quel point on a un grand commitment à poursuivre des études de grande qualité. Donc, des fois, c'est juste dans la présentation de ces éléments-là, mais c'est sûr que pour les étudiants internationaux, les opportunités restent quand même plus limitées, malheureusement. Merci beaucoup, Billy. Donc, cette idée-là de porter attention aux critères d'admissibilité, d'éligibilité des demandes pour s'assurer qu'on demeure éligible, puis également de souligner peut-être comme une force ou comme notre volonté le fait qu'on a peut-être changé de pays, donc pour aller acquérir peut-être des connaissances ou une expertise dans un autre pays que notre pays d'origine. Si on peut se permettre une autre question, tantôt vous nous parliez du fait que vous parliez de vulgariser de manière scientifique et vous mentionnez que justement lorsqu'on soumet des demandes de bourse, très souvent ce ne sera pas des infirmières qui vont nous évaluer, encore moins des infirmières qui sont dans notre domaine. Si j'avais à vous demander plus largement quel défi unique est-ce que vous pensez que les gens en sciences infirmières ont à faire face lorsqu'ils soumettent leurs demandes de bourse à des grands organismes subventionnaires comme les FRQSC ou les IRSC. Donc, peut-être quel défi unique ces gens-là ont à faire face lorsqu'ils doivent parler à des évaluateurs qui ne sont pas nécessairement dans la même discipline qu'eux. Ben, je peux y aller. Ben, on peut comparer, mettons, dans certaines disciplines, il y a des laboratoires de recherche où souvent la personne peut être dans un laboratoire et avoir 40 publications à son actif, pas forcément comme premier auteur, mais 40 publications. Donc, nous, après ça, on doit se combattre par rapport à ça. Et donc, c'est des préconceptions que dans toutes les disciplines, tout le monde produit le même nombre de publications et les mêmes impacts. Mais en sciences fondamentales, ce n'est pas exactement la même chose que les sciences appliquées ou les sciences évaluatives. Donc, c'est des éléments aussi que vous pouvez mettre de l'avant que par rapport à votre domaine, vous êtes très performant, vous êtes quelqu'un qui met beaucoup de choses en place. Donc, ça permet de situer que le réviseur, il n'est peut-être pas dans votre domaine, mais il comprend que ben, il ne faut pas évaluer tous de la même manière et la science, nous qui est plus clinique généralement, ben, a des impacts qui sont différents de la science fondamentale qui va mener à la création d'un médicament, par exemple, ou d'une technologie. Merci beaucoup, M. Vinette. Donc, cette idée-là de contextualiser à notre discipline à nous, puis qu'est-ce qui est peut-être la normalité, on pourrait dire, dans le cadre de notre discipline. Merci encore à vous deux. Merci beaucoup, M. Vinette. Merci beaucoup, Mme Lapierre, pour l'excellence de votre présentation aujourd'hui, puis également aussi pour toutes vos réponses aux questions. Donc, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Pour notre part, au RISIC, on va se retrouver mardi le 19 mars pour une nouvelle activité qui est intitulée Analyse longitudinale, un survol des approches et applications en sciences infirmières. Excusez-moi. C'est une activité qui va être animée par Mme Andrea Vanos, qui est professeure adjointe à l'École des sciences infirmières Ingram de l'Université McGill, et Sorène Arnois-Leblanc, qui est stagiaire postdoctorale à la Harvard Medical School. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer pour toutes les personnes qui sont intéressées à pousser leur compréhension des analyses statistiques dans les devis longitudinaux.
il vous est toujours possible de vous inscrire à ces activités et à nos autres webinaires en visitant le site Internet au www.risic.com. L'enregistrement de ce webinaire ainsi que certains de nos anciens webinaires sont disponibles ou le seront sur notre site Internet au courant des prochains jours. Donc, merci encore infiniment à nos deux conférenciers d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci également à toutes les personnes qui ont participé au webinaire. Et pour notre part, on va se retrouver donc mardi le 19 mars pour notre prochaine activité. Merci beaucoup à vous encore. Bonne journée.